Eh bien, j'ai comme l'impression que c'est l'heure de jouer au Lego. Parce qu'on a ce Reach Outback à monter, et vous allez voir que monter un vélo, en fait, c'est un peu comme jouer au Lego. Faut mettre des petites pièces ensemble, c'est plutôt amusant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça amusant, et c'est plutôt simple. En tout cas, ça, c'est sur le papier, parce qu'il y a toujours des petites galères. Je sens que je vais remettre des mécaniciens vélo en sueur. Ah là là, j'espère que mon boîtier, il est bon. Allez, on attaque celui-ci ensemble, et on va voir ce que ça donne. Allez, on commence tout de suite avec une opération qui peut paraître un petit peu délicate et en fait où il ne faut pas se louper, c'est la découpe du pivot de fourche. Voilà, comme ça sera fait. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire au sol. Je trouve ça plus simple, en tout cas au début, pour prendre les marques. Donc, pour le faire, c'est simple. Il nous faut la fourche, le cadre et tous les éléments qui vont sur la fourche. Et on va faire déjà un montage à blanc. Donc, on va prendre les roulements qu'on va enfiler, enfin celui du bas. On rentre la fourche dans le cadre. On rajoute le roulement qui vient au-dessus. Les autres éléments avec le code de direction. Ah. Allez. Voilà, donc j'aime bien faire ça au sol, comme ça reste bien calé, un petit carton pour protéger, c'est pas mal. Et ensuite j'ajoute les entretoises qui vont aller sous la potence. Donc sur ce cadre, comme sur beaucoup en fait, on a le droit à 3 cm d'entretoise au-dessus du cône de direction. Donc comme je ne sais pas encore exactement quelle hauteur je vais avoir besoin pour ce vélo, je mets mes 3 cm et je rajoute une entretoise de 5 mm qui ira par-dessus la potence, en fait, pour bien se mettre en place, enfin tout ça, on verra ça tout à l'heure. J'ajoute ma potence, et du coup, j'ai tout mon empilement final, même si, comme je disais, cette petite entretoise-là ira par-dessus. Et là, l'idée, c'est que je vais faire une marque avec mon couteau. Hop. Voilà. Comme ça, on sait à peu près à quelle hauteur il faut couper. Il faudra couper juste un peu plus bas que cette marque. Donc on voit bien notre marque ici, et l'idée c'est d'en faire une environ 3 mm en dessous, et c'est là que nous allons couper notre pivot de fourche. Ici j'ai installé mon guide de coupe dans un étau, donc ça c'est l'outil qui est quand même bien pratique pour savoir où couper son pivot de fourche et le faire théoriquement droit, même si à chaque fois je me foire un petit peu. Il y en a qui font ça aussi sur un coin de table en repérant l'endroit de coupe avec du sparadrap. Bon, pourquoi pas, moi je trouve ça risqué, mais quand on a l'habitude, sans doute que ça le fait bien. Donc maintenant le but, ici il y a une fente, il faut mettre notre petit repère dans la fente, sauf que là je vois rien. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Et on serre gentiment la fourche dans le support. Et puis ensuite pour découper, moi j'ai une scie de la marque Toupik avec une lame a priori spéciale, mais on pourrait faire ça avec une scie à métaux. Bon, celle-ci est peut-être un peu vieillotte. Il y a des lames spéciales aussi qui existent, type chez Parktool, la même marque que mon guide de coupe. Enfin bon, normalement on s'en sort. Moi les premières j'avais fait ça avec des scies à métaux, ça fonctionne bien. Et le petit truc, vous voyez là j'ai mis un masque. A priori, la poussière de carbone, c'est pas bon, donc c'est pas mal de mettre un masque pour éviter de tout respirer. Et puis, ensuite, on vient placer la lame là, dans le guide de coupe. Et on commence à scier gentiment. Il faut pas appuyer comme un gros bœuf. Il faut laisser la scie travailler. Donc ça va prendre un petit peu de temps, on va se faire ça tranquille. On verra le résultat au bout du compte. Et aussi, tant qu'on y est, notez bien que tout ce que je vous dis là, c'est ma manière de faire. C'est peut-être pas toujours la bonne manière. Je ne suis pas mécanicien vélo professionnel. Donc vous pouvez prendre des conseils ou non. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si je fais de la merde ou non. Et puis comme ça, pour que ce soit constructif. Et le but, c'est que tout le monde puisse s'amuser à monter des vélos facilement. Ah, et puis ce qui est génial, c'est que quand on coupe son pivot de fourche, il y a toujours ce petit moment de stress à se dire est-ce que j'ai pris la bonne hauteur? Est-ce que je me suis pas planté sur la mesure? Parce que clairement, sinon, c'est mort. Et là, comme j'ai fait ça en faisant la vidéo, il y a un risque d'erreur encore plus grand. Ah, allez, c'est le moment de vérité. Bon, comme d'hab, j'ai pas une découpe extrêmement de niveau, mais c'est pas trop mal. Et pour finir, on peut faire un petit coup de lime à l'intérieur, là. Voilà, pour rébarber un petit peu. Alors ça, idéalement, je pourrais le faire avec un petit peu de papier de verre avec un grain fin, sauf que là, j'en ai pas pris. Donc je fais juste un petit coup avec ma lime. Et, franchement, le résultat, il a l'air correct. Presque pas coupé de travers, donc c'est pas mal, il n'y aura plus qu'à voir si la hauteur est bonne. Et pour le savoir, on va commencer par installer le cadre de manière plus correcte dans le pied d'atelier, et pour ça, on va y mettre la tige de selle, sur laquelle j'ai déjà mis la selle placée de manière un petit peu provisoire. Je vous ai épargné l'étape où j'ai mis la selle dans son chariot, ça c'est pas très intéressant. Et on va utiliser de la pâte de montage, comme ça, la pâte pour carbone. Et pour ça, pour une fois, je vais enfiler des gants. C'est rare, mais j'en ai marre de me dégueulasser toujours les mains. Et je me dis qu'à la longue, quand on monte des vélos régulièrement et qu'on joue avec toutes ces petites graisses, c'est
peut-être pas très bon d'en avoir toujours plein sur la peau. Donc autant mettre des gants, et puis ça permettra aussi de ne pas se laver les mains de trop, de rester propre. Ça, ce sont des gants un peu pour la mécanique que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description, d'ailleurs, comme pour tous les outils, et aussi pour les composants du vélo. D'ailleurs, là-dessus, j'avais fait une vidéo si ça vous intéresse de savoir vraiment tout ce que je monte. Et donc, ici, la petite pâte de montage carbone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un petit peu sur la tige de sel. Donc ça, en gros, c'est une graisse dans laquelle on a des micro-billes qui vont permettre tout de bien adhérer, histoire que la tige de sel ne s'enfonce pas après dans le cadre. On va essuyer le doigt directement dans le cadre. Alors personnellement, moi je suis assez généreux sur tout ce qui est graisse et tout. Sans doute que parfois j'en mets même de trop, mais je suis plus dans l'équipe. Je mets de la graisse partout, de la pâte de montage ou du truc, et je me dis que c'est pas mal. Voilà, on voit que j'en ai mis largement assez. Ça dégueule gentiment notre affaire. Allez, je sais même pas si je l'ai mise droite, de toute façon tout ça c'est du provisoire. Un petit coup de clé pour resserrer, gentiment. On va enlever ça quand même pour pas s'en foutre partout. Et on va venir positionner le cadre dans le pied d'atelier. Alors moi ce que je fais toujours, c'est que je prends un petit chiffon microfibre comme ça que je mets autour de la tige de sel ou directement du cadre pour protéger comme ça de la pince. Et il n'y a plus qu'à serrer, pas comme un gros bourrin. Voilà. Maintenant, on va pouvoir travailler. Pour installer la fourche dans le cadre, on va commencer à jouer un petit peu avec de la graisse. Donc là, c'est la graisse Teflon de chez Decathlon que je prends. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est avec une sorte de bec verseur, on va dire, là au bout là, du tube. Ça, c'est pas mal pour appliquer. Et puis, elle est assez épaisse. Et donc, l'idée, c'est de venir mettre de la graisse comme ça dans le logement des roulements, en haut et en bas. Hop, petit coup de doigt pour étaler, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pareil, moi, je suis assez généreux. Peut-être même que sans doute j'en mets un peu de trop toujours, mais c'est pas grave. Hop. Même chose, je mets un petit peu de graisse comme ça sur la base de la fourche. Là où en fait on va venir se mettre notre roulement du bas. Et on vient installer le roulement dessus, comme ça. Maintenant, pourquoi pas remettre un petit peu de graisse là, histoire de finir ce qu'il y a sur le doigt. On vient rentrer notre fourche ici, clac. On va venir installer le roulement qui vient en haut, de la même manière, remettre un petit peu de graisse par ici, ça fait jamais de mal, un petit peu de graisse en plus, de toute façon, il paraît que le gras c'est la vie. Ok. Alors ici, vous voyez, je tiens avec le doigt, on peut s'aider avec une petite sangle ou un truc, si besoin. Et pour finir, il faut installer le cône de direction avec cette espèce d'entretoise là déjà. Hop. Voilà. Et ce qui est bien sur ce cadre, c'est que ça tient tout seul. C'est ce que j'avais vu lors d'un montage à blanc. Au moins, ça, c'est pas mal. Donc on nettoie tout ça bien comme il faut. Bon là, ça va, j'avais pas été trop sale, il n'y avait pas de gras partout. Si besoin, il faut peut-être mettre un petit coup de dégraissant. Enfin, vraiment, il faut que le pivot soit clean. Une fois que c'est fait, on va venir mettre nos 3 entretoises déjà, donc de 1 cm. Hop. Et puis, la potence. Et là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Et c'est pour ça que j'avais rajouté la petite entretoise de 5 mm. Et a priori, niveau hauteur, je suis pas mal. Parce que vous voyez, il y a un petit gap en fait entre cette entretoise et le haut de la potence qui permettra de venir ensuite compresser le tout pour que ça tienne. Avec ici le capot de direction et là l'expandeur qu'on va installer de suite. Et l'expandeur, pour l'installer, de nouveau, je vais mettre un petit peu de pâte d'assemblage, là, de pâte carbone. Comme ça, on va en mettre dedans, directement dessus, et ça permettra que ça agrippe bien et qu'il ne bouge pas, puisque ça va tirer dessus quand on va serrer. Et l'idée, c'est vraiment qu'il reste bien en place. Oui, il y a du mal à rentrer celui-là. Donc l'expandeur, il faut bien le desserrer avant de le rentrer. Là, il est desserré, mais alors, costaud leur expandeur chez Ritchie. Vache. Allez mon gars, rentre dans la fourche. Alors bien sûr, ça on peut le faire aussi avant de mettre la fourche, mais moi j'aime bien faire ça à la fin, je trouve que c'est aussi bien, même si, ouais, j'aurais peut-être dû le faire avant. Allez, là. Allez, va jusqu'au bout. Ok, je crois que là on est bon. L'expandeur étant en place, il nous faut maintenant le serrer. Le principe, c'est que ça va s'expandre en fait, de manière à être bien maintenu dans la fourche. Et après, il y a aussi
un pas de vis qu'on peut voir à l'intérieur, un filetage. Et donc avec le capot de direction, ça va tirer le tout vers le haut, donc pour tout bien comprimer, bien tenir. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'expandeur, en fait, il soit bien fixé dans le pivot de fourche. Et pour ça, on va le serrer à l'aide de l'empreinte qui est là. Et sur celui-ci, vous voyez, c'est intéressant, c'est marqué 4 Nm. Donc ça, c'est le couple de serrage à respecter. 4 Nm, c'est pas énorme. Donc je vais attaquer direct avec ma clé dynamométrique que je vais régler à 4. Hop, et il n'y a plus qu'à venir serrer. Et on y est très vite. Je trouve ça même étonnant, sur d'autres vélos que j'avais montés, fallait serrer un peu plus que ça. Et pareil, quand vous serrez, l'idée c'est de mettre d'abord la potence, ça évite en fait de serrer trop et éventuellement d'éclater le pivot de fourche. Enfin, ce sont des petits conseils que j'ai déjà lus. On peut maintenant positionner la petite entretoise de 5 mm. Et vous voyez, en fait, petit truc que j'ai oublié tout à l'heure quand j'ai fait mon empilement, c'est que c'est vrai qu'une fois qu'on rajoute l'expandeur, ça refait une petite épaisseur. Du coup, j'ai un petit peu moins de gap ici, donc il faudra voir si j'ai assez d'épaisseur pour bien comprimer le tout. Sans ça, je serais peut-être bon pour relimer un petit peu mon pivot de fourche. Maintenant, je place le capot de direction avec sa vis et on va venir serrer ça gentiment. Je ferai le serrage définitif plus tard avec le réglage du jeu de direction et tout ça. Et même chose, je peux déjà resserrer un petit peu les vis de la potence, mais on fera le définitif plus tard en respectant bien le couple de serrage. Bon, vous voyez comme elle gigote cette entretoise? Clairement j'ai un peu trop de hauteur de pivot du coup à cause de l'expandeur. Donc là j'ai un peu merdé, je suis bon pour redémonter et reponcer un petit peu tout ça. Ah ouais d'accord, l'expandeur il vient carrément avec. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Ok, vous voyez quand je disais que sur le papier c'était simple mais qu'il y a toujours des petites galères, et on y est. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah pourquoi c'est trop serré là? Bon. Ok, on va passer en mode session galère là j'ai l'impression. Bon, pour tout vous dire, ça m'arrive à peu près à chaque fois de faire cette connerie de couper mon pivot de fourche un petit peu trop long. Dans l'absolu, je me dis qu'il vaut mieux trop long que trop court. Hein. Par contre, c'est vrai que de devoir limer 1 ou 2 mm, c'est chiant. Et vous voyez, il y a une partie de l'expandeur qui est restée à l'intérieur, donc il faut que j'arrive à renettoyer un petit peu le carbone et tout ça. Du coup cet expandeur, je me dis que si un jour il faut le ressortir, ça risque de pas être simple. Je sens que je vais remettre des mécaniciens vélo en sueur. Allez, fini de jouer avec la lime, maintenant c'est bon, l'expandeur il est en place, j'ai la hauteur qu'il me faut et tout. Seul truc c'est que là j'avais tout remonté, c'était bon, et je me suis rendu compte que ça tournait pas ouf. Et en fait, vous voyez, j'avais oublié cette partie bleue qui était tombée là-bas dans le stock de pièces. Donc forcément, ça change peut-être un poil les choses, mais niveau hauteur c'est encore ok, il fallait pas que je ponce plus. Là on est bien, l'expandeur s'est bien mis, bon je le trouve quand même pas ouf ce modèle d'expandeur. D'ailleurs, si un jour j'ai besoin de le ressortir, je sens que ça va être une vraie galère. Déjà là, à un moment, j'ai le pas de vis, là, le filetage qui s'est barré, enfin le morceau avec le filetage qui s'est barré. J'ai dû user de stratagèmes divers et variés, dont des fils de fer courbés pour réussir à le remettre bien comme il faut à sa place. Mais maintenant, vous allez voir, on est tout bon. Hop, donc ici on voit que l'écart, il est quand même plus important que tout à l'heure. Là, le petit capot de direction. Et comme ça, on va refaire le test avec cette pièce bleue en plus. Donc on réglera le jeu de direction bien sûr tout à l'heure. Oui voilà, tout de suite c'est plus fluide et j'ai pas trop de jeu. Et impeccable, allez, on peut enchaîner. On repart sur un petit truc facile, pour ça je remets les gants, d'ailleurs ils sont pas mal parce qu'on arrive à les enlever et à les remettre sans les craquer, donc cool, j'ai pris une boîte de je sais plus 100 ou 200, je suis pas prêt de les user. On va fixer le cintre, pour ça j'ai enlevé le capot de la potence là, donc rien de très méchant à faire, et moi ce que j'aime bien faire là-dessus aussi, c'est mettre un petit peu de pattes de montage. Alors ça, même chose, il y a deux écoles, il y en a qui font, il y en a qui font pas. Là, sur le capot, je vais virer les deux vis du bas, ce que vous allez voir. On va faire un petit truc particulier. Chez Ritchey, il propose en fait une fixation GoPro qu'on peut ajouter directement sur le capot de la potence. Je l'ai quelque part par ici. Là, hop, ça va venir se mettre comme ça, et donc ils nous fournissent des vis en plus. Ça va venir se mettre comme ça, sauf que c'est pas le bon écartement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, en fait, vous voyez, là l'écartement il est réglable, donc je comprends mieux. Du coup, ça va venir se mettre dedans. Le cintre, on vient le positionner ici. On réglera un
peu mieux. Après, bien sûr, les vis vont se casser la gueule, comme d'hab. Chose importante, quand vous serrez comme ça votre capot de potence, et c'est valable comme pour une roue voiture en fait, c'est de serrer vos vis en croix. Comme ça répartit bien les forces de serrage et ça permet d'avoir un truc bien à plat. Et encore une fois, on fera le serrage définitif au couple plus tard, quand on aura tout bien réglé. Pour le moment, j'approche le tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de centrer à peu près le cintre. Donc, vous voyez, il y a le marquage ici. Alors quelquefois, il faut mesurer un petit peu, c'est pas toujours, je trouve, exactement exact. On va voir aussi pour le mettre à peu près de niveau, même si je vais revérifier ça tout à l'heure quand je mettrai les manettes. On va se mettre en place un accessoire que j'aime beaucoup, mais qui risque de nous gêner un petit peu tout à l'heure. C'est ce truc pour maintenir le cintre. C'est de chez Parktool aussi, mais je crois qu'il y a d'autres marques qui le font. Ça vient se mettre comme ça, et du coup, ça évite que ça gigote dans tous les sens. Donc c'est pas mal, mais tout à l'heure, il va nous emmerder, puisque sur ce cadre, il faut qu'on passe le câble de dérailleur ici. Ça va peut-être me gêner un petit peu, mais bon. En attendant, ça va nous aider pour mettre les manettes sans galérer. Alors, on sent que c'est neuf, hein, les caoutchoucs sont un petit peu raides. Ok, la bague elle est desserrée. Et il y a juste à venir coulisser ça là-dessus. Alors ça, la mise en place des manettes de manière bien symétrique, à la bonne hauteur et tout, c'est toujours un petit peu une galère. Déjà la bonne hauteur, c'est un peu quand même un choix personnel, donc il faudra faire des essais. Après l'idée, ça va être vraiment de les mettre à la même hauteur de chaque côté. Pour ça, on a des petites graduations à l'intérieur du cintre, même si je trouve qu'il faut souvent revérifier à la main. Est-ce que c'est toujours bien imprimé, exactement pareil de chaque côté? Je ne sais pas. Mettre le même angle et tout ça, pour moi je les mets de manière un petit peu provisoire. On fera le réglage définitif plus tard. Allez, on va se faire un autre petit truc facile et rapide, c'est la mise en place du boîtier de pédalier qu'il faut simplement visser là-dedans. Il faut juste faire attention à un truc, c'est que vous voyez ici il y a un petit R, ici il y a un petit L pour dire gauche et droite, et vous avez aussi le sens dans lequel il faut le serrer. Donc il y a une flèche, voilà, ça c'est simple, c'est un boîtier Shimano Ultegra si je dis pas de bêtises. Et pour le mettre en place, on va prendre un petit peu de graisse, on va venir appliquer sur le filetage du cadre, là. Alors quand je dis un petit peu, c'est un petit peu, voire un petit peu beaucoup. Hein, le gras c'est la vie, n'oublions pas. Hop là. Tout pareil de ce côté-là. Et puis tant qu'on y est, là-dessus aussi. Et maintenant que c'est bien gras, on va venir mettre donc, le côté droit R sur le côté droit du cadre, en se tournant dans le sens indiqué par la flèche. Ok, et le côté gauche du cadre, même chose, en tournant dans le sens indiqué par la flèche. Pourquoi il tourne pas bien là? Peut-être on met celui-là, c'est peut-être le cache qui bloque. Pourtant il a l'air bien droit. Alors là c'est pas un boîtier neuf que je monte, il avait déjà été monté sur un vélo mais il n'a pas trop servi. C'est bizarre que ça bloque, là j'aime pas quand ça bloque. Parce qu'il faut y aller tout de suite avec la clé. Ça force un petit peu ça. J'aime pas beaucoup ça moi. Normalement ça devrait y aller tout seul au début. Ah là là, j'espère que mon boîtier il est bon. Et écoutez, on va l'aider tout de suite avec l'outil. Alors pour serrer ce boîtier Ultegra, donc il nous faut une clé, ce qu'on appelle Holotech, et il faut en plus cet adaptateur qu'on a chez Shimano, le TLFC25, qui vient se rentrer là-dedans. Enfin, c'est 25, ouais c'est ça, 25, c'est marqué dessus après tout. Et normalement avec ça, on devrait y arriver un peu mieux. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Écoutez, il a l'air d'y aller, on va remettre le côté droit. Et vous voyez, il a du mal à se mettre, pour un peu, ça part de travers notre affaire. Ah si, ça y est, c'est bon. Ok. Bon, et puis maintenant, le but du jeu, c'est de serrer notre boîtier jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le cadre. Ok, super mon outil. Bon, ça a quand même forcé un petit peu pour aller côté gauche, là vous voyez, ça va mieux. Et ben voilà, là on est au bout. Ok, on va finir l'autre côté. Voilà. Bon, ça commence à ressembler un petit peu à un vélo notre affaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre des freins. Pour ça,
hop, on va déballer les petits accessoires qui sont fournis avec les étriers et je mets ça dans ce petit bol magnétique. Ça, c'est un truc vraiment que je vous conseille, c'est hyper pratique. Alors forcément, c'est pas magnétique pour les trucs en plastique, mais pour tout ce qui est vis, ça vous les tient en place, puis vous pouvez tout mettre dedans. Ça, par exemple, c'est le petit cache de la vis du capot de direction, comme ça je sais que c'est là. Et dans l'immédiat, je vais prendre cette cale qui vient se placer entre les plaquettes là, dans l'étrier. Ça, en fait, ça va éviter que quand on va venir appuyer sur la manette de frein, eh bien, ça serre les plaquettes entre elles parce qu'il n'y a pas de disque. Et donc, gardez ça bien précieusement parce que quand vous transportez votre vélo, si vous enlevez votre roue, comme il n'y a plus le disque, si vous appuyez par erreur sur la manette, ça peut venir coller les plaquettes et là, vous êtes un petit peu embêté. Maintenant, pour mon étrier, je vais venir ajouter ici à l'arrière cet adaptateur parce que de base, les étriers Shimano sont faits pour des disques de 140 mm et moi, je mets du 160 à l'arrière comme à l'avant. Pourquoi ? Parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc a priori 160, ça freine un peu plus fort. Et surtout, ça m'évite d'acheter deux références de disques différentes. Comme ça, je mets du 160 partout et je suis tranquille. Pour l'installation, vous voyez ici, c'est marqué Outside. Donc Outside, c'est le côté extérieur du cadre. On voit qu'ici, c'est un petit peu évasé, donc pour venir accueillir les vis. Du coup, Outside, on va le mettre par là. L'étrier, il vient au-dessus, le côté extérieur est là. On vient positionner ça comme ça. Sur nos deux vis, donc on a celle avec le téton. Elle vient se mettre au fond parce que c'est fait pour accueillir après ici la petite goupille qui va venir bloquer la vis. Hop, donc clé de 4, ça va, je me suis pas trompé. L'autre vis vient se mettre ici. Hop. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein, ce que je disais au début. On joue au Lego, même si quelquefois il y a des galères. Bon, autrement, comme ici on aime bien faire les choses à peu près bien, clé dynamométrique pour finir le serrage, il nous indique un couple entre 6 et 8 Nm, donc ça je l'ai trouvé dans la doc sur le site. Hop, on va serrer tranquillement, quand ça cliquera, ça sera bon. Ok, il nous reste à mettre donc la petite goupille qui vient ici. Vous aurez sûrement remarqué cet autre accessoire en plastique. Ça, en fait, c'est pour mesurer la taille des vis nécessaires pour la fixation de l'étrier au cadre. Parce qu'en fait, les vis qui sont fournies de base, ici, vous voyez par exemple, ça va être trop long, ça va vachement dépasser par rapport à l'étrier, et tout dépend de l'épaisseur du cadre. Ça, encore une fois, c'est dans la doc Shimano. Vous avez un tableau avec les différentes épaisseurs de cadre et les vis à acheter. Seul truc, c'est que vous voyez, moi j'en ai deux avec des tétons. Maintenant, en fait, ils indiquent qu'il en faut une avec téton et une sans téton. Celle sans téton, en fait, eh bien, c'est celle qui ressort directement dans l'étrier, donc aurait dû être ici, et celle avec téton, celle qui vient accueillir la goupille. Là, on a une autre goupille qui est fournie, qui est comme ça, qui ira à l'extérieur. On a les petites rondelles qui viennent ici, si je me souviens bien, et ensuite, on n'a plus qu'à mettre ça sur le cadre. Alors, dans l'immédiat, je ne vais pas serrer complètement, je ne vais pas non plus serrer au couple, ça on le fera plus tard, une fois qu'on aura installé les roues avec les disques. Surtout, il faudra qu'on règle l'emplacement exact de l'étrier pour que ça aille bien avec les disques et que ça ne frotte pas. Donc là, c'est un petit truc comme ça, placement approximatif. Voilà, là, c'est bien. En tout cas, ce qui est sûr, vous voyez ici, le téton, il ressort juste de ce qu'il faut. Donc, c'est que j'ai la bonne taille de vis par rapport au petit tableau dont je parlais juste avant. Et il me restera plus qu'à installer la goupille une fois que j'aurai fait le placement et le serrage définitif. Même chose pour l'étrier avant. Vous voyez ici, j'ai mis la petite cale en plastique et je viens installer l'étrier comme ça sur la fourche, sans serrer comme un cochon, puisqu'on aura le positionnement définitif à faire plus tard, tout comme le serrage définitif. Pour venir fixer les durites de frein au cadre, on a avec ces petits clips en plastique qu'on va venir mettre, je suppose, ici comme ça, voilà, et voilà, simple, efficace, rapide. Pareil pour l'arrière, et là vous voyez sur ce cadre Ritchey, en fait, tout le câblage, toutes les durites de frein passent en extérieur, ce qui fait que si un jour il y a du remplacement à faire, quel que soit l'élément, je sais pas, même une durite, ou même si je veux changer le cintre, j'en sais rien, tout est vraiment très simple, il n'y a pas de câblage en interne, donc ça va vraiment se démonter facilement, rapidement, et là vous voyez c'est pareil, pour la mise en place, c'est pas prise de tête, il y a juste à le mettre comme ça va vite, franchement c'est simple. Je sais pas pourquoi, je suis sûr qu'il y a déjà des commentaires de ouais, c'est pas bien de bricoler en tongs et tout ça. Oui, c'est pas le top de bricoler en tongs, vaut mieux mettre des vraies chaussures des fois qu'un outil tombe sur les pieds. Mais là, ces jours de canicule, il fait une chaleur à crever. Donc, on est bien en tongs. Bref, pour enchaîner, maintenant que nos durites sont placées comme ça, l'idée, ça va être de les placer sur le cintre à la bonne longueur pour couper l'excédent. Et donc là, je vais virer le truc qui maintenait le cintre. Hop, j'ai mon petit rouleau de scotch. Et donc, ce qu'on fait, ça, c'est le frein arrière. Ça vient sur cette manette-là. L'idée, ça va être de
déterminer la bonne longueur donc de durite pour que quand on tourne le guidon dans un sens ou dans l'autre, ça tire pas. Bon, en l'occurrence de ce côté-là, ça sera pas gênant. C'est plus ici qu'il faut voir pour qu'il y ait assez. Alors moi j'aime bien laisser un petit peu de marge quand même, parce que si jamais je décide de rallonger la potence, histoire que ça passe, même si après ça peut faire un peu trop, un peu moche ou ce qu'on veut, vous voyez c'est largement assez long, et au moins on sera tranquille. On va se mettre à peu près comme ça. Voilà, mieux vaut trop long que trop court. Une fois qu'on a la bonne taille, on va prendre un petit peu de scotch. Hop. Là. Voilà, ça c'est juste histoire que ça tienne. Allez, même chose pour l'avant. On ramène la durite comme ça sur le cintre. Bon, ici il y a quand même peu de chances que ça vienne frotter. Celle-ci, normalement, on a largement de la marge. Bon, mes durites sont positionnées, maintenant il faut les raccorder aux manettes. Pour ça, j'ai incliné le vélo vers l'avant, de manière à avoir les manettes vers le bas et en fait le raccord vers le haut. Ça c'est une préconisation Shimano, de manière à ne pas avoir d'huile qui coule partout, parce que les manettes et les étriers sont pré-remplis d'huile. Et pour couper, en fait, il faut que je présente ma durite ici au niveau de la manette, et ça nous demande de faire un marquage en fait au bord comme ça de l'écrou de serrage. Alors j'ai un crayon qui marque à peine, ok, voilà. Et une fois qu'on a fait cette marque, il faut faire une seconde marque à 21 mm de là. On n'est pas non plus totalement au millimètre, hein. Comme j'ai un petit peu de marge d'un côté, je peux rallonger toujours un petit peu ou raccourcir un petit peu, ce sera pas bien méchant. C'est le moment d'essayer de faire les choses sans s'en foutre partout, de faire les choses proprement. Donc j'enlève mon morceau de scotch. Peut-être que je l'ai mis un petit peu pour rien, mais bon, ça c'était plus pratique pour faire avant. Maintenant, j'ai envie de récupérer ma durite pour que ce soit plus simple à manipuler. Et donc l'idée, ça va être de couper sur la deuxième marque qu'on a fait. Et pour ça, je vais utiliser ce coupe-durite. Alors là, c'en est un de la marque Jaguar. Il y a d'autres marques qui en font. Et l'outil que j'ai à mes pieds, c'est de la même marque. Ça servira à rentrer le petit pin qui va dans la durite. Autrement, vous avez aussi Shimano qui fait un outil qui intègre ces deux trucs-là d'un coup. Mais moi, j'ai pas essayé. Mais sans doute que c'est pratique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre quand même un morceau de sopalin pour pas en foutre partout au cas où ça gicle. Ici, on vient positionner la marque dans le coupe-durite. Alors le coupe-durite, c'est important pour couper bien droit. Dedans, c'est une sorte de lame de cutter, hein. Et sans ça, si vous prenez une pince coupe-câble, hein, comme pour les câbles, les gaines, les câbles de dérailleur ou de frein classiques, ça risquerait de faire de la merde. Bref, donc je suis sur la marque. Clac. Voilà, ça coule un petit peu comme c'est pré-rempli. Maintenant, je dois prendre le petit pin, que je viens mettre juste comme ça au bout, et mon outil pour rentrer ce petit pin à l'intérieur. Hop. Donc on vient bloquer la durite dedans. Si j'y arrive. Forcément, les durites n'étant pas droites, c'est chiant. L'idée, c'est que voilà, la petite pointe, elle vient là. On vient verrouiller ici avec ça. Je suis peut-être pas bien, celui-là c'était marqué 0. Enfin bon, bref, on verra. Tiens, je le ferai en deux fois. Puis une fois que c'est en place, il suffit de visser et ça pousse gentiment l'insert dans la durite. Hop, on l'amène jusqu'au bout. Voilà. Faut pas non plus trop l'enfoncer, il faut juste que ce soit à ras. Là, on est pas mal. Ici, il faut qu'on retire ce cache. Il faut qu'on retire, je tourne un peu la manette, le bouchon qui est là. Je vais être intelligent encore une fois et mettre un petit peu de sopalin par là si jamais ça coule, histoire de pas en foutre partout. Hop. Et il reste à venir pousser la durite bien au fond. Voilà, il y a un petit peu d'huile qui coule, comme c'est pré-rempli. Hop là, bien au fond. Et ensuite, avec une petite clé, il faut venir serrer tranquillement l'écrou. Donc normalement, alors on maintient que ce soit bien au fond. Normalement, il faut serrer à une force de 5 à 6 Nm. Le problème, c'est que j'ai pas d'outils de clé dynamométrique qui me permettent de respecter ce couple de serrage ici. Il existe, je sais, un adaptateur qui peut se mettre sur une clé dynamométrique, mais je ne l'ai pas trouvé encore. Donc je vais approcher ça gentiment jusqu'au bout, sans aller forcer comme un cochon. Et donc là-dedans, il y a une olive qui est préinstallée, qui vient sertir la durite. Et comme ça, tout est nickel. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Je pense, hein. Trop serré, ça risquerait de casser la manette. Et maintenant que c'est bon, et ben non, j'ai pu appuyer dessus.
plusieurs fois, ça devrait durcir un petit peu. Là pour moi je sens pas que ça durcit, en tout cas ça ne fuit pas. On va voir si là-bas ça gigote. Il faut que ça gigote puisque vous voyez la cale plastique bouge. Donc a priori on est pas mal. Maintenant ça sera à voir une fois que j'aurai mis les disques de frein. Et il me reste pareil à faire de l'autre côté. Bien sûr, si vous mettez de l'huile partout, après il faut nettoyer. Un produit qui fonctionne bien pour ça, c'est le nettoyant frein. C'est pas mal. Et puis, si jamais le freinage ne sera pas bon, enfin on verra ça tout à l'heure, c'est qu'il faudra refaire une purge. Ça, si besoin, je le ferai. Et si vraiment besoin, bah, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je sais pas si ça se voit bien sur ma tronche, mais là je peux vous dire qu'il fait une chaleur, c'est infernal. Je dégouline, c'est l'horreur. Bref, là donc je refixe mes durites à mon cintre avec du scotch, histoire que ça soit propre. Là, voilà. Et si on se refaisait un petit truc facile avec l'installation du dérailleur arrière. D'ailleurs, il n'y aura qu'un seul dérailleur sur ce vélo, puisque c'est un montage monoplateau. Pour ça, ça va être très simple. On va prendre notre petit tube de graisse Téflon, parce que, comme je l'ai dit, le gras, c'est la vie, et la graisse, bah, on en met un petit peu partout. Hop, juste un petit tour sur la vis ici. Et il y a juste à venir installer le dérailleur sur la patte de dérailleur. Et vous voyez ici, il y a deux petits ergots noirs. En fait, c'est celui du bas qui doit venir embuter ici. Hein, c'est pas cette partie-là qui vient entre les deux. On vient le positionner de cette manière. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le visser. Hop. Et pour finir le serrage, on va faire à la clé dynamométrique. Et donc, c'est indiqué qu'il faut un couple entre 6 et 8, si je me souviens bien. Hop. On va se mettre là, et voilà. Finissons l'installation des composants sur le cadre avec ici le pédalier. Je remets les gants, il va falloir mettre un petit peu de graisse. Et encore une fois, ils sont bien ces gants. Ça fait plusieurs fois que je les mets, je les enlève pour des trucs plus ou moins usage unique, c'est pas mal. Bref, le pédalier est ici et là on va y mettre de la graisse. Je vais changer de graisse. J'ai cette graisse lithium utilisée. Je vais prendre celle-ci juste parce qu'elle est un peu plus fluide, mais je pourrais mettre celle-là, ça serait tout pareil. Puis celle-là sera l'occasion de finir un petit peu le tube. Donc le pédalier, ce qu'on fait, elle est vraiment liquide avec la chaleur, elle a dû déphaser aussi. Hop. On étale un petit peu de graisse sur l'axe. Bon, j'avoue que là j'ai même mis peut-être un petit peu beaucoup, mais ça fera pas de mal. Hein. Ensuite, bah, simplement, on vient rentrer le pédalier dans le trou. Voilà, jusqu'au bout, on y est. Et puis bah, de l'autre côté, pourquoi pas rajouter un petit peu de graisse à l'intérieur de la manivelle. Hop. Ici la manivelle, on se trompe pas de sens pour la mettre en place, hein, bien à l'inverse de l'autre, parce que parfois on pourrait faire la connerie et mettre les deux pareils, c'est un peu plus gênant pour pédaler. On met ça comme ça, hop, tout est bien rentré. On va prendre donc la vis de compression, on va juste mettre un petit peu de graisse en plus ici dans le filetage, hein, graisse partout, comme d'hab, hop. Même si on a déjà un petit peu. Voilà. Alors cette vis de compression, elle se sert avec cet outil en plastique. Et si c'est un petit outil si simple, c'est parce qu'il ne faut pas trop la serrer. Je crois que c'est 1 Nm, c'est marqué. L'idée de cette vis, c'est simplement de rapprocher les deux parties, histoire que ça soit bien comprimé autour du boîtier. Donc en gros, je l'approche. Voilà. Dès qu'il y a une résistance, je vais arrêter de serrer. Il faut juste que ça tourne librement, comme ça, et qu'on n'ait pas de jeu. Ensuite, là, on remet la petite sécurité. Alors je sais jamais s'il faut la remettre avant ou après, mais de mémoire ça change pas grand chose. Et on va venir serrer en alternance les vis au-dessus et en dessous pour fixer la manivelle sur l'axe du pédalier. Hop. Donc vraiment de chaque côté pour répartir les forces, encore une fois. Et une fois que ça commence à bloquer, on va finir à la clé dynamométrique. Et là-dessus, il faut un couple de 12 si je ne dis pas de bêtises. Même ma clé transpire, je vois plus à l'intérieur. Et voilà. Ça commence grandement à ressembler à un vélo. Il manque surtout les roues, mais avant de les monter et de les installer, on va se mettre ça en place. La gaine pour le câble de dérailleur à l'arrière. Et donc j'ai ce kit là en stock de chez Jaguar, c'est le kit Elite Sealed Shift. En fait, là on a des gaines avec qui doivent aller dedans des liners en plastique comme ça, ce qui fait que là on a une gaine qui fait 5 mm
plutôt que 4. Voilà, 4 mm ça donne ça, c'est une gaine standard. À la base je comptais utiliser de la gaine standard, j'en avais des petites chutes qui étaient suffisantes pour ce cadre, parce qu'il faut qu'un morceau là, un morceau là. Ici normalement le câble est à nu, ce qui fait que si je veux mettre une sacoche, ça risquerait de l'écraser un petit peu. Et c'est là que je me dis que ce kit que j'ai en stock, peut-être que le fait d'avoir le liner qui va traverser là, ça va protéger un peu le câble, et si je mets une sacoche, du coup ça va moins l'écraser, ce sera moins gênant. Puis comme ça c'est l'occasion de l'essayer. Du coup on a ce morceau en 4 mm qu'il va falloir installer au niveau de la manette, avec ce connecteur qui est fourni avec la manette, qu'on vient mettre là. Ici ça vient se positionner là-dedans, il y a un petit détrompeur donc on ne peut pas se tromper de sens. Et ça, il va falloir que je le coupe à la bonne taille. L'idée, en fait, ça va être de le caler ici. Ça sera caché sous le ruban de cintre. Et ensuite, on va prolonger avec ceci. Et donc, dans ceci, on mettra le liner qui, lui, a priori, devrait pouvoir courir sur la totalité du cadre. Alors, premièrement, ici, on va se dire que ça, on veut le couper, je sais pas, par là peut-être, pour que ça soit caché. Ok, ça ira pas plus loin. Hop. Alors, on va vous dire que ça doit se rejoindre à peu près par là, donc on va couper ici, au pire je raccourcirai. Hop, c'est à peu près beau. Et là-dedans, normalement, j'ai un connecteur 4 mm vers 5 mm qui va me permettre de raccorder ça ensuite au reste de ma gaine. Alors, ça va être ce truc-là. Bon, c'est magnifique, la caméra s'est coupée pendant que j'installais la gaine, est-ce qu'elle a trop chaud, est-ce que ci, est-ce que ça, je n'en sais rien. Donc je récapitule, ici j'ai installé le morceau de gaine 4 mm qui sort là avec un connecteur 4 mm vers 5 mm. 5 mm c'est la taille de la gaine que j'ai ici, donc j'ai coupé la longueur qui va de là à là, donc elle a buté dans le cadre. Ici il faut un petit embout noir, ici il faut un autre embout noir pour reprendre le reste de la gaine qui descend jusqu'au derrière avec un embout argenté. Ici, le morceau que j'ai coupé avec ma pince coupe-câble, forcément ça a un petit peu écrasé l'intérieur de la gaine. Donc avec l'aiguille de l'épingle à nourrice, j'ai pu ouvrir un petit peu, mais c'était pas suffisant pour passer le liner, donc j'ai trouvé une clé de 2, ça rentre, ça m'a permis de refaire le chemin. Le liner, maintenant il faut le passer dans ce premier morceau de gaine, hop, et là clairement, on verra si le résultat est bien, si c'est bien par rapport aux sacoches et tout, mais je me dis que des bonnes gaines simples, il y a des fois, c'est pas plus mal, hein, on s'embête moins. Hop, alors le liner, donc il vient jusqu'ici. Maintenant, ça, je peux le remettre dans l'embout ici, 4 vers 5. Je vais pouvoir remettre mon scoop. Et il fait tellement chaud que cette pauvre petite caméra, elle n'arrête pas de surchauffer, donc elle a encore coupé. Bref, j'ai fini d'installer le liner, et pour terminer, j'ai installé ici ces petits machins là qui sont fournis dans le kit, qui permettent d'éviter que les gaines viennent frotter sur le cadre pour pas abîmer la peinture. Donc j'en ai mis une là. Il y en avait une deuxième que j'ai mis sur une durite de frein. Il y avait aussi ce petit machin pour accrocher les gaines ensemble, ça se balade pas, c'est nickel. Et puis comme il m'en restait un comme ça dans un précédent montage, je l'ai installé sur le liner, alors du coup ça peut bouger. Mais si je veux mettre une sacoche top tube, du coup ça va reposer dessus et ça tiendra bien, ça compressera pas le câble. Donc de ce côté-là, je devrais être plutôt tranquille sans avoir à bricoler de trucs à la con. Passons au montage des roues, et pour commencer, il faut que je mette en place les valves tubeless, puisque je monte mes roues en tubeless. Le fond de jante avait déjà été installé par la marque. Au niveau des valves, par contre, ce sont des valves Meucoff, pareil, que j'avais en stock parce que je les avais achetées, je sais plus, trop grandes ou trop petites pour d'autres roues. Bon bref, on s'en fout. Et ces valves Meucoff, vous voyez, elles sont fournies avec différents joints comme ça, qui viennent se positionner ici au niveau de la jante. Et ceux qui sont montés d'origine dessus comme ça rond m'ont l'air bien. Cela pourrait peut-être convenir aussi. Qu'est-ce qui va être le mieux? Ça, peut-être cela. Pour le coup là je suis hésitant. Après essai, il semblerait que le joint qui était d'origine sur la valve fasse le taf. Donc j'ai mis ça. J'ai serré l'écrou. Bien sûr, en le serrant, il ne faut pas oublier le petit joint qui est dessus. Et sur les valves Meucoff, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une empreinte ici pour une clé de 4 pour aider à serrer. Voilà, je ne vous montre pas tout ça parce que comme ça surchauffe vite, on va gagner du temps. Ici, je vais quand même enlever l'obus de la valve pour
éviter de l'abîmer. Et ça, en fait, ce petit outil, c'est simplement un des bouchons de valve qui est fourni dans le kit. C'est sympa, donc on peut le laisser à demeure sur une valve quand on part se balader. Au moins, on a toujours un démonte-obus, même si on a souvent sur les multitools ou d'autres trucs. C'est pratique. J'installe un pneu tout de suite sur la roue. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je vais installer la cassette et le disque de frein, ça va protéger la jante si jamais je me cogne quelque part. Donc je trouve que c'est intelligent de faire comme ça. Souvent sur les pneus, il y a un sens de rotation qui est indiqué. Donc ici, bon, c'est clairement indiqué avec une grosse flèche. Donc on va le respecter. Pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je repère le côté où je monte le disque de frein. Si on regarde sur son cadre, on voit que le frein, il est côté gauche. On va se mettre la roue comme ça. On a le pneu. Et ici, on met la flèche dans le bon sens. Ça tourne comme ça, donc c'est comme ça. Et on a souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils alignent le modèle ou la marque avec la valve. Alors pourquoi pas faire comme ça? Ça évitera que certains râlent dans les commentaires, parce que je sais qu'il y en a, ça les perturbe quand c'est pas bien monté. Donc on va faire pareil pour les deux pneus. Ça sera joli. Alors qu'est-ce qu'on fait? WCS avec Richel, on va faire trop de couleurs d'un côté. Voilà, on va se mettre comme ça, avec le modèle Speedmax ici. Et on n'a plus qu'à passer la première tringle. Alors le mieux, c'est de commencer à l'opposé de la valve. Hop. Alors la première tringle, en général, elle est toujours assez facile à mettre. C'est sur la deuxième que ça peut se corser ou non. Ça dépend des modèles de pneus, s'ils sont très durs ou pas. Hop, voilà. Pour la deuxième tringle, l'astuce, en fait, c'est que la première tringle, elle soit bien au centre de la gorge. On commence côté opposé à la valve. Hop. Jusqu'à là, tout va bien. Et c'est par ici, souvent, que ça peut venir se corser. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est reprendre depuis le bas, en se mettant bien au centre. Et petit à petit, on progresse pour gagner les petits millimètres. Et hop, voilà. Maintenant, ce qu'on veut, ça va être de claquer le pneu, c'est-à-dire de monter les tringles dans les gorges de la jante. Et pour ça, il va falloir gonfler. Alors, il y a certains pneus où ça passe juste à la pompe. On peut faire l'essai. Mais souvent, il faut avoir recours à une sorte de compresseur ou un tank, comme j'ai à côté. On verra ça après. Donc, comme il n'y a pas l'obus, il y a vraiment tout l'air qui rentre. Et là, il faut pomper. Bon, ça gonfle. Peut-être qu'on va y arriver. Vous savez quoi, il n'a pas fait claque, mais on voit la petite ligne là qui est montée au-dessus, presque partout, vous voyez, pas encore en bas. Alors quelquefois on peut l'aider un petit peu. On va continuer de gonfler. Et vous voyez, c'est en train de monter. Voilà, il claque sans compresseur celui-là. Très facile à monter ces pneus Richet, franchement, impeccable. Maintenant, il va falloir mettre un petit peu de liquide là-dedans. Et moi, perso, j'utilise depuis un bout de temps le Stance No Tubes. Avec celui-là, j'ai vraiment pas de soucis. Et de chez eux, j'ai aussi pris cette seringue qui est vachement bien. Alors, le jaune, c'était du liquide Pirelli où il y avait des espèces de petites billes dedans, qui est plus, on va dire, pour un usage course, qui est bien aussi, mais du coup, il passe moins bien dans cette seringue. Enfin, bon, bref, pareil, le Stance No Tubes, il y a la version Race où il y a ces petites billes à utiliser un peu plus sur de la courte durée pour la course, comme son nom l'indique. Autrement, celui-ci, il tient très longtemps dans les pneus sans sécher, et ça, c'est bien. Alors, la seringue, on vient l'installer comme ça sur la valve. Moi, ce que je fais, c'est que je casse un peu le tuyau de cette manière-là, et le liquide, on va mettre 60 ml. Donc, la seringue est graduée, là, il faut la remplir. 60 ml, c'est ce qui est recommandé pour ce type de pneu. Et après, on pourra même faire un petit appoint d'environ, je sais pas, 10 ml comme il en faut, quelquefois, pour étanchéifier. Hop, 60, c'est mis. On fait couler ça gentiment. Bim, c'est injecté. Donc là, on va retourner un petit peu la roue. On dévisse ça et avec un peu de chance, voilà, on n'en fout pas partout. Impeccable. Pour le moment, je vais laisser cette quantité. On verra après s'il faut en appoint. On va remettre l'obus. Alors, il n'y a pas de recommandation de pression particulière pour cela. C'est marqué 4 bar 2 max. En tubeless, souvent, on roule assez bas. Donc, je vais mettre, je sais pas, 3 bar 5 peut-être pour ce premier gonflage, histoire de dire. Une fois que c'est fait, on secoue bien la roue. En fait, il faut répartir le liquide. Alors idéalement, après, il faut partir rouler tout de suite avec un pneu tubeless. Là, j'irai après le montage. Faire tourner un petit peu la roue. En tout cas, je n'entends aucune fuite. Je vois rien qui dépasse. Franchement, les pneus Richet avec les roues Richet, ça se monte facilement. Ça a l'air de bien se mettre en place. Donc vraiment impeccable.
on va mettre en place la cassette. Pour ça, moi j'aime bien mettre un peu de graisse sur le corps de cassette. Il y en a qui font, il y en a qui font pas. Moi je trouve ça mieux. Après, chacun son truc, hein. Voilà, on va mettre ça un petit peu comme ça. Et après, hop là. J'ai ici une cassette Shimano 1142 qui a déjà un petit peu servi. Du coup, c'est pour ça qu'elle est en vrac. Autrement, normalement, c'est sur un support en plastique blanc. Du coup, c'est simple à mettre en place. Ici, il suffit de trouver en général la plus petite encoche, de repérer où est le petit ergot ici et de mettre. Mais avant que j'oublie, il faut que je place cette entretoise. Donc là, ce sont des entretoises fournies avec les roues. Autrement, ça peut aussi s'acheter à part. Cette entretoise, si je ne me trompe pas, elle fait 1,85 mm d'épaisseur, donc presque 2. Et en fait, en la mettant ici, ça permet, en montant une cassette VTT, d'éviter qu'elle ait du jeu. Autrement, sur un corps de cassette, a priori pour la route, ça aurait du jeu. Donc là, comme les entretoises sont fournies avec, je suppose qu'il y en a besoin. Même si, comme ce sont des roues gravel, peut-être que c'est prévu pour ne pas les mettre. On va vite le savoir. Donc j'installe ça comme ça. Après, il suffit de remettre tout dans le bon ordre. Hop. Ici, il faut penser à mettre une petite bague plastique. Comme ça. Celui-ci. Hop. Nouvelle petite bague plastique. Ça. Ça. Je pense qu'il fallait bien l'entretoise. De toute façon, on va vite le savoir. Si on ne peut pas visser, c'est qu'il n'y avait pas besoin. Voilà, impeccable. On va serrer ça. Et ça, c'est bon. Pour le disque de frein, la même chose. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de graisse là sur le support. On vient prendre le disque en faisant attention de ne pas toucher les pistes de freinage. Un petit écrou center lock. Et ici, eh ben en fait, c'est le même outil, la même douille que pour la cassette. Donc c'est pratique. Après, il y a aussi des écrous center lock avec serrage externe. Là, c'est un autre outil que je n'ai même pas, donc je ne peux pas vous le montrer. Et voilà. J'allais vous conseiller un truc à la fin de la vidéo, c'est quand après vous jetez tous vos emballages, de toujours vérifier que vous n'ayez pas laissé un truc dedans. Et ben là, il y a la bonne occasion, puisque vous voyez, je suis en train de virer les cartons des roues, j'entends un truc qui fait gling-gling, mais en fait les valves tubeless étaient fournies par Ritchey directement dedans. Bon bah tant pis, moi j'ai installé les valves Muc-Off, peut-être que celle-ci aurait un petit peu moins dépassé, et encore, ça a l'air d'être plus ou moins la même taille. Bon bah voilà, j'ai une paire de valves en stock. Au final, on voit que le joint était plus ou moins le même. Là, ça fait le taf, donc bon, bah tant pis. Hein. Nos roues étant prêtes, il faut maintenant les mettre sur le cadre. Et pour ça, première chose, bien sûr, c'est de sortir les axes. Et les axes, moi, ce que je fais, c'est que je vais venir appliquer un petit peu de graisse dessus. Tout de suite, je vais aussi penser à retirer la cale des étriers de frein. Ce serait dommage de la laisser. Et donc, ouais, moi, j'aime bien mettre un petit peu de graisse là aussi. Quelquefois, ça peut éviter certains petits bruits parasites ou quoi. Ensuite, c'est simple. La roue, on vient la présenter. Je pense que ça, tout le monde sait faire. Hein. Pour finir le serrage, vous voyez, c'est marqué 10 Nm. Donc, clé dynamométrique 10 Nm. Comme ça, au moins, tout de suite, on sera serré au couple. Voilà. Procédons à cette étape parfois longue et chiante du centrage des étriers de frein. Parce que là, ça frotte un petit peu. Donc pour ça, le principe, normalement, c'est qu'on appuie sur la manette de frein, ça serre les plaquettes, ça centre l'étrier et on n'a plus qu'à resserrer. Donc bien sûr, s'il faut resserrer, c'est qu'avant ça, il faut prendre le soin de desserrer pour que l'étrier bouge. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser ce petit outil qui permet parfois de simplifier le centrage. En fait, ça vient s'enfiler sur le disque. Alors j'ai trouvé ça sur Amazon pour, je sais plus, 5 ou 10 balles, un truc comme ça. Parfois ça marche bien, parfois ça marche moins bien. Un peu comme l'autre technique en fait, il y a des fois ça va bien, des fois c'est chiant. Donc là l'idée, c'est qu'on vient appuyer dessus. Vous voyez, ça force tout juste, comme tout est neuf. Et on va essayer de serrer les vis un petit peu par alternance. Le problème, c'est que sur l'arrière, c'est toujours plus chiant à faire qu'à l'avant. C'est pour ça que tous les tutos que vous voyez sur internet d'ailleurs sont faits sur le frein avant, parce qu'on a plus facilement accès aux vis. Pas besoin forcément de serrer complet tout de suite, mais je préfère quand même. Là, on retire le truc. Pour le moment, ça tourne sans frotter. Si je regarde comme ça, je vois que c'est au centre. Maintenant, on freine. Ok, ça freine pas mal. Vous voyez, la manette en plus, on voit qu'elle va pas jusqu'au bout. Ça freine bien, donc je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire de purge.
Et là, c'est bien centré, c'est impeccable. Maintenant que c'est réglé, on n'oublie pas de mettre la petite goupille dont je parlais un peu plus tôt. Et donc pour l'avant, on a ce petit morceau-là qu'on doit venir mettre ici. Vous voyez, il y a un petit trou. Alors habituellement, je ne le mets pas. Mais pour une fois, on va essayer de le mettre pour bien faire. Ouais, si j'arrive à le rentrer, c'est un peu chiant à mettre leur truc là. Peut-être pour ça que je ne le mets pas d'habitude. Ah bah voilà. Et vous aurez remarqué que finalement je n'ai pas serré au couple, donc entre 6 et 8 Nm, simplement parce que c'est chiant, il faudrait démonter les roues pour venir mettre un coup de clé dynamométrique, parce que j'ai pas de rallonge en fait pour venir serrer autrement. Voilà. Avant d'installer la chaîne, je propose déjà de régler les butées du dérailleur, comme ça c'est fait, puis là c'est assez simple à faire. On va commencer par la butée au niveau du petit pignon, et ici on a la vis marquée H pour AIG, donc pour les grandes vitesses, enfin pour aller vite quoi. Et l'idée c'est d'amener le galet donc sous le petit pignon. D'après la doc, il faut que, si je ne me trompe pas, le centre du galet soit aligné avec la face externe du pignon. Donc pour ça, on a juste à tourner hop, la vis. Forcément avec la caméra devant, je ne vois absolument pas ce que je fais. Et quand je vois l'image, vous ne voyez pas grand chose non plus. Là on voit un peu mieux. Hop. Là ça a l'air pas trop mal. Qu'en pensez-vous? Comme ça à peu près. Et on peut aussi faire pour la butée en haut, je tends le dérailleur à la main et il y a une vis marquée low, donc pour low speed. Et l'idée, pareil, c'est de l'amener en dessous. Donc là, par contre, il faut que ça soit au centre. Il faut que ça soit centre du pignon, centre du galet. Après ça, dans l'idée, c'est quand même plus simple à faire une fois que la chaîne est montée. Mais voilà, moi j'aime bien déjà le faire un petit peu avant. Donc maintenant, on va y mettre la chaîne. Pour ça, c'est pas très compliqué. Déjà pour en déterminer la longueur, d'après la doc, en tout cas pour du double plateau, j'ai pas trouvé un truc spécifique monoplateau. Il faut se mettre sur pignon le plus grand, plateau le plus grand. Donc là, comme on a un seul plateau, on va se mettre dessus. Il faut ensuite faire se rejoindre les deux côtés. Et en fonction de comment ça se croise, il va falloir ajouter plus 4 plus 6 maillons, alors plus 4 ou plus 6 si les trucs sont bien l'un au-dessus de l'autre, ou plus 5 c'est pas bien l'un au-dessus de l'autre. Et là quand je vois le peu de marge qu'il y a, j'ai comme l'impression que je vais rien enlever du tout pour essayer, parce que si je coupe, je vais pas couper grand chose. Cela ça se croise ici, théoriquement il faudra rajouter 5. Donc si on compte le maillot rapide, ça fait 5 avec ça. Vous savez quoi, je vais pas couper, on va essayer comme ça. Donc déjà il faut passer la chaîne dans le dérailleur. Pour ça, pas très compliqué, la roulette du haut, on passe dessus ici. Ici, il faut faire attention, il y a un petit truc dans la cage du dérailleur, là, une petite plaque en métal. Il faut bien passer la chaîne derrière. Sans ça, ça va frotter. Ici, on repasse dans cette roulette. Sur mon dérive chaîne, par contre, j'ai une petite épingle qui est bien pratique pour venir maintenir le tout. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on va installer le maillon rapide. Et puis, si jamais plus tard, je me rends compte que la chaîne est trop longue, ça ne sera pas compliqué de venir la raccourcir. On va faire ça comme ça. Et avec la petite pince, il n'y a plus qu'à tirer et clac. Certains diront qu'on peut le faire sans outil. Et tant mieux pour eux. Moi, j'aime bien faire avec. Donc, le câble de dérailleur, on prend le côté où il n'y a pas le petit plot qui est au bout, qu'on va devoir rentrer ici. Avant ça, on fait attention à être vraiment au bout, qu'il n'y ait plus de vitesse à redescendre. Donc on appuie là-dessus, ça ne fait pas clac-clac, c'est bon. Là, comme c'est neuf, normalement, il n'y a pas de souci. Le câble, il faut le rentrer ici. Par contre, pour le rentrer, il faut ouvrir le petit clapet transparent qui est là, avec un petit tournevis souvent, c'est quand même plus simple. Hop, voilà. Donc on passe tout le câble. Ici, la tête du câble, elle vient se loger pile dans le petit trou. Elle a vraiment le logement qui est prévu pour. Ok, on met ça au fond. Et ensuite, le câble, il faut l'envoyer dans la gaine. Pour ça, il faut le faire rentrer dans le petit trou qui est là. Alors, je suis désolé, je pense qu'avec le contre-jour, vous ne voyez pas grand-chose. Je vais essayer de tourner un petit peu tout ça. Hop là, ça sera peut-être un peu mieux. Et voilà, donc on a le petit trou de l'insert qui est là. On vient se mettre dedans et on pousse. Et si tout va bien, ça devrait progresser tranquillement jusqu'au bout. On va pas tarder à le voir apparaître. Voilà, ici. Et ensuite, il va falloir le faire ressortir là-bas en espérant qu'il ressorte bien. Sans bloquer nulle part. Oui, c'est bon, il sort. Et il n'y a plus qu'à replacer ça ici. Alors, on tend le câble modérément et on le serre. Et là, je crois qu'il conseille de maintenir son dérailleur et de passer un petit peu les vitesses pour en fait commencer à annuler un petit peu le jeu qu'il peut y avoir dans le câble.
Et ensuite, on va desserrer. Et j'ai oublié de faire un truc tout bête avant. Ici, on a la vis de tension. On va la serrer à fond. Donc en la serrant à fond, en fait, ça détend au maximum le câble. Et on va ensuite la desserrer d'un tour et demi à peu près, ou 2 tours. Voilà, ce qui donnera un petit peu de marge si on a besoin d'y retoucher. Ici, je tends le câble toujours pas trop non plus comme un bourrin, ça devrait le faire. Je serre et maintenant on va voir comment ça passe. Déjà en bas ça gigote pas, c'est bien, ça monte. Ok. Le câble forcément frotte un petit peu. Ouh, là ça croustille. Je pense que déjà le dérailleur, vous voyez, il est trop près en fait du pignon. Donc pour ça, il faut régler cette vis là et on va le faire descendre. Hop. Et il n'arrive pas à monter jusqu'en haut. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire peut-être, c'est retendre un petit peu le câble. Pour ça, il faut desserrer ici et ça devrait finir par monter. Voilà. En fait, plus on tend le câble, donc ici en desserrant la vis, plus ça permet de monter facilement sur les pignons. Plus on détend le câble, plus ça va descendre facilement. On va régler la vis ici pour l'écartement. Le but, c'est d'être le plus proche possible du pignon sans que ça vienne toucher ou gigoter ou quoi aux caisses. Et ici, ça accroche. Donc là, ça devrait le faire. Maintenant, on va voir si ça redescend bien. Ça va. Voilà, pas mal. Pour finir, il nous reste à couper le câble à une longueur un peu plus convenable. Alors, je sais plus, peut-être qu'il recommande de laisser 3 cm. Moi, quelquefois, j'ai tendance à laisser même un petit peu de trop. Je me dis, si j'ai besoin d'y retoucher, comme ça me laisse un petit peu de marge. On va se faire ça à peu près comme ça. Et après, il y a ce petit embout qui a été fourni avec, qu'on va venir mettre au bout du câble. Attention à ne pas les filocher, par contre, parce que justement, le but, c'est de le garder bien ensemble. Et après, avec une pince coupante, par exemple, on va venir l'écraser gentiment, en gros, pour le bloquer sur le câble. On peut mettre 2 coups, 3 coups, 1 coup, chacun fait un peu comme il veut. Le tout, c'est que ça tienne. Voilà, à noter ensuite que le câble risque de se détendre un petit peu, donc il faudra sans doute revoir le réglage du dérailleur. Pour en finir par là, il nous reste à installer les pédales. Et les pédales, faut savoir qu'il y en a une pour la droite, une pour la gauche. Parfois c'est marqué dessus, là c'est pas le cas. Par contre, il y en a une qui a une petite rainure que l'autre n'a pas. J'ai pas trouvé la notice pour savoir laquelle était la droite, laquelle était la gauche. Mais si je me trompe pas, on peut voir ça par rapport au filetage. Vous voyez, c'est un petit peu en biais. Et si on regarde le côté où ça remonte, c'est côté droit ou côté gauche. Bon, je vous épargne tout le temps que je viens de passer à essayer de mettre de manière à peu près symétrique les 2 manettes. Là, je pense que je suis pas trop mal, mais peut-être qu'il faut y retoucher plus tard, notamment leur position en fonction de si je serais bien ou pas en roulant. Ça serait à faire éventuellement avant de mettre le ruban de cintre, mais comme j'ai envie de tout finir aujourd'hui, au pire, je déferai le ruban. Bref, pour le moment, on va se régler le jeu de direction. Première chose à faire, ça va être de redesserrer un petit peu les vis de la potence et redesserrer un petit peu le capot de direction. Voilà. Donc ça veut dire que tout ça, là, ça bouge bien. Donc première chose, c'est qu'on va essayer de centrer la roue. Ok, ça n'a pas l'air trop mal là. Donc maintenant, il va falloir qu'on serre ici le capot de direction pour régler donc le jeu de direction. L'idée, comme je l'avais expliqué, c'est de comprimer le tout, ça va tirer le tout vers le haut. Donc il faut l'emmener jusqu'à sentir une résistance. En gros, il ne faut pas trop serrer. Le but, c'est que quand on serre le frein ici, on n'ait pas de jeu au niveau de la coupole de direction là, et que quand on tourne le guidon, il n'y ait pas de point dur, que ça tourne librement. Là, ça paraît pas mal. Maintenant, il nous reste à resserrer la potence. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va serrer en alternance la vis du haut et la vis du bas. Hop. Puis là, quand ça commence à bien résister, on peut sortir la clé dynamométrique. Le maximum, c'est 5 Nm, c'est marqué dessus. Hop. Et voilà. Et ici, on n'oublie pas de venir positionner le petit cache de la vis. D'une part, ça fait joli. Et d'autre part, ça évitera que la vis rouille si jamais il pleut. Je vous ai épargné la mise en place des portes bidons parce que je pense que c'est pas très intéressant. Et on en revient directement à la pose du ruban de cintre, histoire de finir ce vélo. Donc,
Je dis bien ruban de cintre et pas guidoline. Guidoline, a priori, c'est un nom déposé de la marque Velox. Je crois que c'est eux qui ont créé le truc. Donc on dit ruban de cintre. Enfin bon, bref, au bout, on laisse un petit peu dépasser. Et puis après, on commence à enrouler ça en tirant dessus modérément. Vous voyez, à l'intérieur, il y a du collant. Donc en gros, on fait moitié-moitié le collant sur le ruban et l'autre moitié sur le cintre. Et on entortille tranquillement ça autour. Ici, j'ai déjà placé le morceau qui est censé venir cacher cette partie-là. Donc il y avait un petit double face. Là, pour une fois, ça colle, c'est bien. Et ce genre de truc-là, parfois, je m'y reprends 15 fois parce que j'aime bien avoir un résultat propre et bien symétrique. Donc c'est pas impossible que je le redéfasse si ça me plaît pas. Si ici, on voit encore un morceau de plastique, s'il y a un trou en dessous ou quoi ou qu'est-ce. Vraiment le truc qui parfois me prend la tête. Hop. Alors tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre le couvre-cocotte aussi pour voir si ça cache bien tout. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites comme ça. Vous aimez bien un résultat assez nickel de ce côté-là. Ok, là c'est pas mal, ça me plaît bien, ça reste comme ça, je valide. Ici, pour bien finir, il paraît qu'il faut couper en biais. Et pour couper en biais, le petit truc à savoir, c'est toujours de couper vers la potence pour avoir le bon biais. Le seul truc, c'est que je sais jamais sur quelle distance couper. Allez, on va le tendre comme ça. Voilà, forcément. Forcément, pour terminer, ça j'aurais dû le préparer avant, il faut qu'on mette le petit coup de scotch qui va bien. Hop. Un petit peu à cheval sur le ruban et sur le cintre. Là, pareil qu'un ou deux tours ça suffit. Personnellement, moi je vais être sûr que ça tienne bien. Donc je mets autant de tours que je juge nécessaire. Qu'en pensez-vous? C'est peut-être pas la meilleure pose de ruban de cintre du monde. Là c'est peut-être pas très régulier, mais ça fera le taf. Maintenant le bouchon, ici il faut rentrer un petit peu ce qu'on a laissé dépasser pour venir placer le bouchon qui va tenir tout ça tranquillement. Voilà, hop. Après peut-être que je remplacerai plus tard par des bouchons avec un truc à visser, ça tient mieux quand même dans la durée. Bon ben voilà, ça roule. Enfin, après cette longue journée. Ah oui, je fais du vélo au tongs, j'en ai rien à foutre. Ah, il est super agréable. Ah, c'est trop bon. Ça freine. La vitesse passe. La position, ça m'a l'air pas trop mal. Ah, merde. On a oublié de faire un truc. Et oui, ça m'a fait tout drôle quand le cintre il a pivoté vers l'avant. Forcément, on n'a pas serré les vis. Donc, serrage à la clé dynamométrique, 5 Nm. Pareil, c'est marqué sur la potence. On serre en croix jusqu'à ce que ça clique partout. Et là, on sera tranquille. En effet, c'était pas serré du tout. Ça risquait un petit peu de pas bien se passer. Et voilà. Et ben voilà, je crois que ce beau Ritchie Outback, il est fin prêt pour partir à l'aventure. Après cette longue et chaude journée de montage, rien de très compliqué à faire dessus au final, mais bon, il a juste fait très chaud et tout ça, les caméras qui surchauffent et compagnie. Bref, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Et il reste une question en suspens, une question que vous vous posez tous, que vous allez tous me poser, parce que je sais que pour beaucoup c'est important, le poids de ce vélo. Eh ben 10 kg tout rond. 10 kg tout rond ce Ritchie Outback, sachant que là il est tout équipé, hein, pédale, porte-bidon, selle, enfin tout. Voilà. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Qu'avez-vous pensé de cette vidéo montage? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis je vais vous dire à très bientôt. Mais avant ça, je vous mets une petite vidéo de chaque côté qui doivent déjà être là. Vous pouvez enchaîner. Allez, ciao!